Alors, aujourd'hui, on se penche sur un sujet, un vrai casse-tête en fait. D'un côté, on a des gens qui rapportent des expériences, des soulagements bien réels après une séance de magnétisme. Et de l'autre, la science qui, pour l'essentiel, hausse un peu les épaules, faute de modèles pour l'expliquer. Et entre les deux, il y a un vide immense. Alors la question, c'est comment on navigue là-dedans sans tomber soit dans la crédulité totale, soit dans le déni systématique. Pour nous guider, on a mis la main sur un texte vraiment fascinant de Jean Anjus qui s'intitule Avis au magnétiseur. Il ne propose pas une réponse toute faite, mais plutôt une sorte de boussole pour garder le cap. Notre mission, ça va être de comprendre avec lui cette distinction qui est cruciale entre ce qui est juste inexpliqué et ce qui serait inexplicable. Oui, et c'est avant tout une invitation à la rigueur intellectuelle. Vraiment, le texte pose une question qui est fondamentale. Face à un vide explicatif, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'empresse de le remplir avec des histoires, du mystère, ou est-ce qu'on accepte de le regarder en face et de le voir comme une zone de recherche à explorer? C'est tout l'enjeu. D'accord. Avant d'aller plus loin, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Quand on parle de magnétisme, ici, on parle bien de cette pratique où un praticien utilise ses mains, souvent sans même toucher, pour essayer de rééquilibrer, d'apaiser des douleurs. C'est exactement ça. Et le texte d'Anjus, il part de ce postulat. Le fait que le consultant reparte en disant « je me sens mieux, ma douleur a diminué », ça c'est un fait observable. C'est le point de départ. La question qu'il pose, c'est pas « est-ce que c'est arrivé ?», c'est « comment on l'explique ». Parfait. Et dès le début, il pose une distinction qui, l'air de rien, change absolument tout. Il écrit « inexpliqué ne signifie pas inexplicable ». Au premier abord, ça sonne un peu pareil, mais en fait, Ah mais c'est le jour et la nuit. C'est le cœur de toute sa pensée. Inexpliqué, c'est un état temporaire. Ça veut juste dire nos connaissances actuelles, nos outils ne nous permettent pas encore de comprendre le mécanisme. alors que inexplicable, c'est une affirmation définitive. Ça voudrait dire que le phénomène est, par nature, en dehors du champ de la connaissance. Surnaturel, quoi. Et le texte nous met vraiment en garde contre ce glissement. Ça me fait penser à plein d'exemples dans l'histoire des sciences, en fait. Absolument. Pensez à des médecins comme Ignaz Semmelweis, au XIXe siècle. Il observe que les médecins qui se lavent les mains entre une autopsie et un accouchement réduisent de manière drastique la mortalité des femmes en couche. C'était un phénomène réel, observable, reproductible, mais totalement inexpliqué à l'époque. Oui, la théorie des germes n'existait pas encore. Voilà. Ses collègues l'ont pris pour un fou parce que ça ne rentrait dans aucun de leurs modèles de compréhension. Le phénomène était là, sous leurs yeux, mais le modèle scientifique de l'époque était incapable de l'intégrer. C'est exactement la situation que le texte décrit. C'est une analogie très puissante. Donc, si on suit cette logique, le réflexe ne devrait pas être de rejeter le phénomène, mais plutôt de se dire que notre modèle est peut-être incomplet. C'est la deuxième grande idée, et elle est formulée de manière très, très percutante. Le phénomène n'est jamais le problème, c'est le modèle qui l'est. C'est un renversement complet de perspective. Si un praticien observe de manière répétée qu'une action A produit un effet B, mais qu'aucune théorie connue ne relie A à B, eh bien, le problème, c'est pas l'observation. Le problème, c'est la théorie qui a une zone d'ombre. L'observation, elle, devient un signal précieux qui nous dit « Attention, il se passe quelque chose ici que votre carte du monde n'indique pas encore. » D'accord. Donc, on doit accepter que le modèle soit peut-être défaillant, mais ça crée un vide, une absence d'explication qui peut être très inconfortable. Et le texte montre bien que la nature humaine a horreur de ce vide, et que ce qui s'y engouffre est souvent problématique. Face à ce « je ne sais pas », une pente naturelle, c'est de le combler avec des récits. L'auteur a des mots assez durs, il parle d'ésotérisme de pacotille et de vocabulaire pseudo-occultiste qui viennent habiller le phénomène. Quand il dit vocabulaire pseudo-occultiste, on imagine qu'il pense à des termes comme vibration cosmique, énergie des chakras ou nettoyage karmique, ce genre de choses. Des mots qui sonnent très profonds, mais qui ne sont attachés à aucune mesure, aucune définition stable. Précisément. C'est l'utilisation d'un jargon qui donne une impression de savoir, mais qui, en réalité, ferme la porte à toute investigation. Si la réponse à un phénomène, c'est votre karma qui se nettoie, il n'y a plus rien à chercher, plus rien à questionner. C'est une réponse qui clôt le débat. Il dénonce aussi cette tendance à transformer des croyances personnelles en lois universelles. C'est un peu comme trouver une pièce étrange sur un site archéologique. La première approche, celle du mystère, ce serait de dire « c'est un artefact extraterrestre ».
à faire classer. C'est une excellente image, ça. Et la seconde, celle de la rigueur, ce serait de dire « je ne sais pas ce que c'est, mais on va le mesurer, le dater au carbone 14, analyser sa composition ». Voilà. La première approche donne une illusion de maîtrise, comme le dit le texte. On a une histoire, on se sent rassuré, mais l'auteur prévient que cette illusion, en fait, elle génère de la confusion et, plus grave, peut entraîner des dérives dangereuses pour les personnes qui consultent. On quitte le terrain de l'observation partagée pour entrer dans celui de la croyance personnelle du praticien. C'est un terrain beaucoup plus glissant. Je comprends la critique du mysticisme, mais est-ce que cette posture de sobriété intellectuelle qu'il défend n'est pas un peu froide, un peu frustrante pour une personne qui souffre? Si une explication magique lui apporte du réconfort, où est le mal finalement? C'est une question essentielle. Et le texte y répond indirectement. Le mal potentiel, c'est que ce réconfort à court terme peut masquer des problèmes plus graves, ou alors créer une dépendance à une vision du monde qui est invérifiable. La rigueur, au contraire, elle est présentée comme une forme d'éthique, une garantie de sécurité pour la personne. C'est un signal qui dit « je ne vais pas vous raconter d'histoire, on va s'en tenir aux faits, à ce qu'on observe ensemble, ici et maintenant ». Alors, concrètement, à quoi on le reconnaît, ce praticien rigoureux que le texte appelle de ses voeux? Qu'est-ce qu'il fait? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne fait pas? L'auteur le dessine en 4 traits très clairs. Premièrement, il décrit factuellement ce qu'il observe et ce que la personne ressent, sans jamais surinterpréter. Deuxièmement, il reconnaît et il verbalise explicitement ce qu'il ne sait pas expliquer. Il n'a pas peur de dire « je ne sais pas comment ça marche, mais nous constatons ensemble cet effet ». C'est énorme ça, déjà, d'admettre qu'on ne sait pas. C'est fondamental. Troisièmement, il refuse de travestir l'ignorance en récit mystique. Et enfin, quatrièmement, il garde le phénomène ouvert. Il ne le verrouille pas avec une explication définitive, il le laisse disponible pour une investigation scientifique future. D'accord, je vois l'idée, mais ça demande une discipline énorme de la part du praticien, non? De résister à la tentation de donner une réponse simple, rassurante, surtout si la personne en face qu'elle demande. C'est une discipline de faire, et c'est pour ça que cette posture est si importante. Le texte la présente vraiment comme un acte d'honnêteté, d'intégrité professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette position, cette troisième voie, prônée par Andius, elle est assez rare. Souvent, ce milieu est polarisé entre les sceptiques purs et durs, qui nient les phénomènes en bloc, et de l'autre côté, de nombreux praticiens qui adoptent sans réserve un discours mystique. Cette voie du milieu, observer, reconnaître, l'absence d'explication et rester ouvert, elle est exigeante, mais c'est sans doute la seule qui soit intellectuellement et éthiquement tenable. C'est vertigineux en fait. En gros, pour avoir l'air de savoir, on renonce à savoir vraiment. C'est exactement ça. En choisissant l'explication mystique, on sacrifie la possibilité d'une compréhension future au profit d'une certitude immédiate, mais qui est illusoire. Bon, ce qui nous amène logiquement à la solution. Si on refuse le mystère, comment on fait pour avancer? Comment la connaissance progresse dans ces zones grises? Eh bien, la démarche que propose le texte est à l'opposé de l'isolement mystique. C'est une démarche collective et méthodique. Il est dit, plus nous documentons, comparons et confrontons nos résultats, plus les zones d'inexpliqué s'éclairent progressivement. C'est le b.a.-ba de la démarche scientifique ou même pré-scientifique. Accumuler des données factuelles, chercher des schémas qui se répètent, comparer les observations entre praticiens, noter les succès, mais aussi les échecs, c'est ce travail patient qui peut, un jour, fournir assez de matière pour que les scientifiques s'y penchent et proposent un nouveau modèle. Donc si je comprends bien, l'auteur nous dit que l'observation, c'est comme une donnée brute. Et le mysticisme, c'est un peu comme corrompre cette donnée avec une interprétation trop hâtive avant même de l'avoir analysée. C'est ça l'idée? C'est une excellente façon de le formuler. Il y a une perte d'information, en quelque sorte. La rigueur, elle, préserve la donnée brute pour une analyse future. L'auteur oppose vraiment deux dynamiques. D'un côté, le mystère facile, qui, en apportant une fausse réponse, paralyse la recherche, et de l'autre, la rigueur, qui, en maintenant la question ouverte, permet de faire émerger ce qui pourra devenir, un jour, réellement explicable. En résumé, donc, le message de Jean Jus est: c'est à la fois un avertissement et un appel. Un avertissement contre la facilité des explications magiques et un appel à considérer les phénomènes inexpliqués non pas comme des impasses, mais comme des frontières de la connaissance. Des territoires passionnants à explorer avec honnêteté et avec patience. C'est tout à fait ça.
L'intégrité, selon ce texte, c'est de rester fidèle au phénomène observé tout en acceptant humblement les limites de notre compréhension actuelle. Ne pas prétendre savoir ce qu'on ne sait pas. Et même si le texte se concentre sur le magnétisme, on sent bien que cette leçon, elle s'applique bien au-delà. Elle est universelle et elle soulève une question finale, une question qui nous concerne toutes et tous, je pense, bien au-delà de ce sujet précis. Le texte nous a montré un piège de la pensée face à l'incertitude dans un domaine spécifique. Mais si on élargit un peu le champ, dans quels autres domaines de nos vies, que ce soit personnel, social ou même politique, face à la complexité et un manque de compréhension, est-ce qu'on n'a pas cette même tendance à combler le vide? Le combler avec des explications simples, rassurantes, voire magiques, plutôt que d'accepter l'inconfort de dire « pour l'instant, on ne sait pas ». Mais on continue de chercher.